3, 2, 1. Here we go! Mesdames, Messieurs, rebonjour, tout va bien? Oh, c'est un petit oui, ça sent la sieste qui n'aura pas lieu. On va essayer de vous réveiller un petit peu avec ce sujet qui peut être susceptible de débat à la con à la française, bien manichéen, pour ou contre les retenues collinaires. Derrière les retenues collinaires, qui est un terme qui est fort peu employé en France, en fait, on n'entend que bassines et grandes bassines, avec toute la dimension conflictuelle que ça a. Quand on fait des enquêtes d'opinion en France, il ne faut plus retenir l'eau, il ne faut plus mettre de barrage, il ne faut plus rien faire, il faut laisser l'eau s'écouler telle qu'elle a envie de s'écouler, éviter le ruissellement, la faire s'infiltrer dans le sol, ce qui n'est pourtant pas contradictoire avec le fait de la retenir par endroits. Eh bien, on va faire un petit état de l'art, mesdames, messieurs, des retenues collinaires qui, comme son nom l'indique, sont des retenues d'eau et a priori, sont associées à des collines, donc à une certaine topographie. Donc on ne parle pas de bassines construites en plaine, quoique si le sujet arrive, on parlera de bassines en plaine. Merci d'accueillir, mesdames, messieurs, Fabio Mazzucco, Antoine Orsini et Christophe Méchouk. Ils arrivent, en principe, ils ont de la place. On pourrait être 15 sur cette table ronde. Nous sommes 4 en petit comité. Fabio Mazzucco. Fabio, où êtes-vous, Fabio? Fabio Mazzucco, c'est vous. Oui, parce que comme je ne suis pas physionomie, je ne retiens pas les visages, pardonnez-moi. Vous êtes technicien environnement chez Blue Arc. Antoine Orsini, est-il besoin de vous présenter à nouveau? Allez, hydrobiologiste à l'Université de Corse, membre du comité de bassin de l'Agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse, dont vous êtes un des administrateurs, président de la communauté de communes du centre Corse, c'est-à-dire en gros Corté, et Christophe Méchouk, vous êtes expert en traitement de l'eau potable et gestion des projets au groupe Source. Fabio Mazzucco, on va peut-être commencer par vous, si vous le voulez bien. Vous... des retenues collinaires, vous en gérez au quotidien, vous en gérez une. En tout cas, déjà le groupe Blue Arc, présentez-nous ce que c'est que Blue Arc. Alors, Blue Arc, c'est un pôle d'agrégation autour de l'eau qui a été créé l'année 2018 par la municipalité de Val-de-Bagne. Je ne sais pas si tout le monde connaît la réalité de Val-de-Bagne. C'est, pour être clair, la commune qui contient l'ancienne commune de Verbier, c'est une station de ski. Et il y a une société industrielle qui gère tous les services à l'intérieur de cette vallée. Il y a tout, il y a l'eau potable, les eaux usées, la fibre optique, le chauffage à distance, et un peu tout, quoi. Et autour de ça, l'année 2018, la municipalité a décidé de créer ce pôle d'agrégation dans le domaine de l'eau et profiter des caractéristiques spéciales du réseau, notamment d'eau potable, à niveau des capteurs qu'ils ont employés d'une manière unique, je dirais. Moi, je n'ai pas toujours travaillé pour eux. Vous entendez mon accent, c'est encore plus marqué. Non. Moi, j'arrive du Val d'Aoste, qui est juste de l'autre côté des Alpes. J'ai eu mon propre bureau pendant plus que 20 ans en Val d'Aoste et j'ai toujours travaillé dans le domaine de l'eau. Mais tant de capteurs, franchement, déployés sur le territoire comme en Val-de-Bagne, je ne l'ai jamais vu de ma vie. Donc, vous avez une présentation, je crois. Ah oui, il y a une petite présentation, oui. Je ne sais pas si... Allez-y, pour illustrer vos propos. Alors... Normalement, c'est le bouton vert, ça ne change pas. Donc en gros, de là l'idée de créer Blue Arc et attirer sur le territoire des antennes académiques
et aussi des PME pour tester des solutions dans le domaine de l'eau. Ici, on parle d'une retenue collinaire, justement, qui est localisée sur la rive gauche de Val de Bagne. C'est une petite retenue collinaire d'une quinzaine de mille mètres cubes qui a été créée dans les années 2010 avec la fonction spécifique de desservir la partie liée à l'enneigement mécanique. Qu'est-ce qu'il y a d'important à dire là derrière? À partir de ça, plusieurs autres fonctions se sont rajoutées à cette première idée. Donc l'irrigation est arrivée droit derrière. La réserve incendie, bien sûr, c'est notre argument important. Et dernièrement, aussi, tout ce qui est lié à la régulation électrique s'est ajouté à tout ça. C'est-à-dire la régulation électrique, vous voulez dire quoi? Alors, la régulation électrique, c'est une nécessité qui s'est accrue au fil du temps, parce que en déployant le photovoltaïque dans la vallée, on s'est rendu compte qu'on avait des problèmes de réseau et des problèmes de surplus de production suivant les heures de la journée. La fameuse intermittence. C'est ça. Donc une façon de stocker, c'est de faire remonter de l'eau et de la faire redescendre ensuite. C'est ça. Exactement, exactement. Tout ça sort d'un problème économique à la base, parce que évacuer le surplus énergétique a des coûts pour le gestionnaire du réseau de distribution, qui peut arriver jusqu'à 100 fois le coût du kilowattheure qu'on paye nous normalement. Donc de là, la grosse nécessité de gérer localement l'énergie du point de vue de l'accumulation et de la gestion en général. Je vais très vite sur l'historique de la gestion de l'eau sur la rive gauche. Il y a eu plusieurs ouvrages qu'on a construits au fil du temps. Et donc, on voit les flux, les macroflux. On prend l'eau dans des sources qui sont sur la partie haute du mont, de la vallée, je dirais, et on achemine cette eau à travers plusieurs nœuds de distribution qui vont alimenter des centrales hydroélectriques et des nœuds de distribution pour le stockage et pour l'irrigation. Là, on voit un peu mieux les différents ouvrages qu'on a. Donc, on voit la partie tout en haut à gauche où il y a les captages, l'axe de distribution qui est sur la partie haute de la photo, le nœud de TARP qui permet de faire du pompage turbinage, c'est le numéro 3, si je ne m'abuse pas. Alors oui, c'est le numéro 3. Et tout en bas, on voit une petite centrale hydroélectrique. Ça, c'est la station de TARP, c'est le fameux nœud de gestion de l'eau sur le versant. C'est quelque chose qu'on a juste terminé de réaliser maintenant. Et c'est ça qu'on utilise pour accomplir plusieurs tâches. Alors, à niveau des besoins... les canons à neige. Voilà. Pour l'enneigement, on est où? On se rend compte que de plus en plus, les besoins en eau pour l'enneigement mécanique augmentent. Cette année, là vous ne voyez pas les données de cette année, normalement la moyenne était pas loin de 30 000 mètres cubes sur le versant. Cette année, on est déjà à 45 000. Donc vous vous rendez compte du trend qui est vraiment impressionnant. On a de plus en plus besoin d'eau pour skier. Parce qu'on a l'alternance de périodes hyper chaudes qui vont fondre tout ce qu'on a sur les pistes. Et donc il faut reconstituer le fond. Et ça coûte cher en énergie et coûte cher aussi en eau. Il y a 45 000 mètres cubes, ça devient un usage prédominant de l'eau du lac par rapport aux autres? Ah, bien sûr. Pendant l'hiver, sûrement oui. Si on regarde toute la saison, non. L'usage le plus important, c'est la régulation électrique. Oui, ça, on ne peut pas parler de consommation parce que c'est un usage en circuit fermé, mais on fait en continuation du stockage, déstockage. L'irrigation,
a clairement des besoins qui sont de plus en plus conséquents aussi. Et pendant l'été, c'est l'usage principal, je dirais, juste en dessous de la partie régulation. Défense incendie, on a des besoins qui sont liés aux lois locales et on arrive tranquillement à gérer tout ça avec cette retenue. Ça a été utilisé déjà, ça? Il y a déjà eu des incendies? Oui, bien sûr. Et la réserve a été suffisante? Oui, on a toujours eu largement ce qu'il fallait. Le réglage et production hydroélectrique, justement, la production est gérée par une nouvelle microcentrale qu'on vient d'inaugurer, ça fait une année. C'est une petite centrale qui fait 1 mégawatt de puissance qui rend service dans la rive gauche. Pour synthétiser un peu tout ça, il y a aussi d'autres fonctions. Si on regarde les choses du point de vue pratique, on a des automates à l'intérieur de l'ouvrage qu'on a regardé avant qui gèrent une série de scénarios de fonctionnement différents qui sont activés par les différents stakeholders. Donc il y a une software qui permet à chaque stakeholder de demander de l'eau quelque part, ou des services liés à l'eau, c'est un peu plus indirect. Il y a une couche intermédiaire qui pour le moment est très humaine, donc tout ce qui est gestion des critères de répartition des eaux, pour le moment est confié à des personnes physiques qui connaissent le contexte. Pour le moment? Oui. Demain c'est l'IA, c'est ça? Oui, l'idée, ce n'est pas qu'une idée, il y a un projet qui est en cours qui s'appelle Nemesis, qui est en train de créer un outil d'aide à la décision qui est basé sur justement la valeur de l'eau dans un sens plus large, même du point de vue écologique. Donc, c'est l'objet d'une étude qu'on est en train de faire avec le canton Valais, qui nous appuie directement. Mais pardonnez-moi de vous couper, pourquoi passer par une IA? Parce que même une gestion humaine de qualité, dans un pays de consensus comme le vôtre, génère de toute façon des conflits d'usage. Ah oui. Il faut gérer en permanence. Ça se passe comment chez vous par rapport à chez nous d'ailleurs? Je pense que la dynamique est la même. Il y a des personnes physiques qui sont tirées par le bras par les différentes personnes qui ont besoin de l'eau. S'il te plaît, donne-moi l'eau pour l'irrigation parce que j'ai une partie des champs qui commence à avoir des gros problèmes. Je risque de compromettre la récolte. S'il te plaît, donne-moi de l'énergie pour produire l'hydroélectricité, sinon je dois acheter l'énergie trop chère. En ce moment, j'ai un marché qui n'est pas favorable. Donc, tout le monde a raison, mais on a rajouté une couche à tout ça récemment, grâce à la collaboration avec le canton et avec des bureaux locaux qui sont spécialisés en ça. Là, on voit pas mal de personnes qui demandent de l'eau, mais il y a des stakeholders qui sont muets, qui ne demandent rien. Justement, on a des zones humides, on a des biotopes et tout ça qui, jusqu'à maintenant, n'avaient pas de voix. Heureusement, la commune est en train de nous aider dans cette démarche qui n'est pas trop appréciée forcément par tout le monde. Et on essaye de définir quelle est la partie d'eau qu'il faut laisser à ces stakeholders muets. Et je ne sais pas si tout le monde connaît la réalité suisse, mais Val-de-Bagne est le propriétaire de l'eau. En canton Valais, ce qui est particulier, c'est que la propriété de l'eau est de la commune. Donc, nous, on a un gros barrage, le barrage de Mauazin, qui est tout en haut dans la vallée. Derrière, on a les glaciers. Et tous les 80 ans, on a des marchés pour les concessions des eaux, pour la grosse hydroélectricité. Il y a 80 ans, ce n'était pas un problème parce que finalement, on considérait toute l'eau comme de l'argent. Donc, on donnait ça à un exploitant qui produisait de l'électricité et ça, c'était un petit peu le coffre-fort de la commune. Maintenant, justement, on a compris, la commune a très bien compris qu'il n'y a pas que la grosse hydroélectricité.
Il y a plein d'usages. Ah oui, il y a beaucoup d'autres usages et surtout, il y a l'environnement qui a besoin d'une partie de cette eau. Donc, ce qu'on va remettre dans le prochain marché qui va arriver dans quelques années, ça ne sera pas le 100% de la disponibilité théorique, mais ça sera moins parce qu'il y a d'autres usages et des besoins liés à l'environnement. Et parce que vous avez été confronté à des problèmes d'étiage plus précoces, bien des sûr. rivières qui ont manqué d'eau, tout simplement. Oui, l'année 2022, comme tout le monde, on a dû quelque part réduire la disponibilité pour les agriculteurs. Et ça n'a pas été trop apprécié pour des raisons culturelles, parce que historiquement, ils ont toujours eu tout ce qu'il faut. Pour la petite histoire, je ne sais pas si j'ose dire, mais ils ne la payent pas. C'est un peu pareil chez nous. Et donc, tout ce qui coûte rien, quelque part... n'a pas de valeur. Voilà. On est en train de faire un gros effort pour les aider à rationaliser l'usage de l'eau, même si pour le moment, ils ne la payent pas. Mais voilà, on a trouvé un groupe de personnes qui est très réactif à cette thématique. Mais, comment dire, je comprends, c'est un gros pas pour eux. Oui. C'est pareil chez nous. Ah, ok. Oui, bon, enfin bref, je vous en parlerai après. Merci. À la base, donc, c'est un lac naturel qui est devenu une retenue collinaire. Non, pardon, ça n'existait pas avant. Okay. On l'a fait exprès pour ça. 15 000 mètres cubes. Ouais. D'accord. Faudrait l'augmenter, il faudrait le multiplier, ce lac, cette retenue. Alors, ça c'est le thème. Il y a, d'après la partie, comment dire, les stakeholders agricoles, tout le monde veut qu'on augmente le volume des retenues qu'on a. On n'a pas que ça, on a une autre retenue qui est une vingtaine de fois plus grande et une autre qui est en construction. Donc il y a l'école de pensée qui voit dans les retenues collinaires de plus en plus grandes la solution au changement climatique. Et une autre école de pensée qui voit, donc j'appartiens, je ne le cache pas, dans une rationalisation des usages, la solution correcte pour gérer ce problème. Ça veut dire quoi? C'est vague, la rationalisation des usages. Selon quel indicateur, dans quel objectif et quel référentiel? Ça dépend des stakeholders. Si je pars des agriculteurs typiquement qui consomment environ la moitié de la ressource, ça veut dire déjà, comment dire, mettre en corrélation la quantité d'eau utilisée avec le vrai besoin des cultures, éviter des problèmes de lixiviation typiquement qu'on a de plus en plus. On a fait un projet exprès pour ça qui s'appelle ODIL, qui a démontré aux agriculteurs par A plus B qu'en réduisant de 40% la quantité d'eau distribuée sur le champ, on avait le 15%, dans certains cas, le 20% de récolte en plus. Ah ouais. Donc, on essaye de promouvoir ce type d'information pour les induire à réduire leur consommation, même si c'est que pour des raisons économiques, ça va très bien. Ça veut dire que vous allez leur dire que cultiver et comment demain, ou vous n'irez pas jusque-là? On est épaulé par des universités qui ont montré que, gérer l'irrigation du point de vue temporel dans une certaine manière en fonction des concentrations forestiques qu'on a dans la vallée et dans certaines quantités peut amener des résultats économiques pour eux qui sont meilleurs. Vous n'avez pas vraiment répondu à ma question. Bref, vous allez mettre les pieds dans le plat en leur disant que cultiver demain? Alors là, c'est quelque part la vision en perspective. Ce qu'on peut faire maintenant, ce n'est pas forcément ce qu'on pourra faire d'ici 15 ans, 20 ans. Donc, il faudra une certaine souplesse pour arriver à dire, bon, la disponibilité d'eau qu'on aura pour contenter tous les stakeholders, ça sera que ça. Donc, toi, agriculteur, tu auras à disposition que ça. Essayons de trouver ensemble quelle est la solution culturelle la plus adaptée à ce contexte avec une évapotranspiration définie qui t'amène plus de valeur. Voilà. D'accord. C'est ça. Pour chaque partie prenante, vous aurez tel volume d'eau et vous devrez pas consommer plus de temps. Voilà. Oui. Tout simplement. C'est ça. Antoine Orsini, je ne vous oublie pas, hein, Monsieur Méchouk.
Voilà, on avait un cas d'école, et maintenant un cadre plus général. Vous êtes pour les retenues collinaires, vous en voulez beaucoup en Corse, mais pas pour tous les usages. Attention. Alors, c'est vrai que moi j'ai tendance à opposer les grands ouvrages qui ont un impact considérable. Parce que, comme vous l'avez dit en propos introductif, une retenue collinaire, c'est plus sur une colline qu'au creux d'une vallée, c'est-à-dire un grand barrage. Donc, et très souvent, ces retenues collinaires sont pour un usage agricole, c'est ce que vous avez. Nous, de plus en plus en Corse, notamment dans les extrémités de l'île, qui sont les zones les moins arrosées, le Cap Corse ou l'extrême sud, il y a des retenues collinaires qui sont utilisées pour l'eau potable. Donc ça, c'est important. Moi, ce que j'ai voulu quand même, en préambule, parler d'une typologie. Qu'est-ce qu'on entend par retenue collinaire? Parce qu'il y a tout et son contraire, du moins presque. Il y a des typologies qu'on voit par l'INRAE ou les agences de l'eau. Moi, vous allez voir, mon approche, elle est simple, parce qu'il faut simplifier. Alors, cette typologie, vous le voyez, elle est basée sur deux approches. Le mode d'alimentation, si je prends de l'eau de surface ou de l'eau souterraine, et la position dans le cours d'eau, si je barre un cours d'eau ou si je ne barre pas un cours d'eau. Voilà quand on va stocker de l'eau, les retenues, je suis dans les retenues, et on va voir où apparaissent les retenues collinaires. Premier type de stockage, je pompe dans la nappe. Après, je peux faire un pompage dans un cours d'eau. Ce type de pompage qu'on a partout en France, aussi un peu en Corse, on parle de retenue de substitution. Aujourd'hui, on peut parler aussi de bassines, qu'elles soient méga ou pas méga. Donc, les retenues de substitution. Après, on a les barrages dans les cours d'eau, notamment les gros barrages hydroélectriques, qui ont souvent aujourd'hui une triple vocation. C'est de l'hydroélectricité, mais c'est aussi de l'irrigation. Et c'est aussi, de plus en plus, en Corse en tout cas, de l'eau potable aussi. Le Grand Ajaccio, 70 000 habitants, c'est un barrage EDF qui alimente en eau. C'est aussi simple que ça. Après, on a les fameuses retenues collinaires. Et là, quand on prend la définition qu'on retrouve en France, une retenue collinaire est alimentée en période de pluie par le ruissellement des eaux et ou la dérivation d'un cours d'eau. Donc vous voyez la différence entre la retenue collinaire et la bassine. Où la bassine, on fait un pompage, et souvent dans la nappe. Ça, c'est pour votre belle région. En 2021, août 2021, voilà le projet de 280 retenues quand même, retenues d'eau. Vous les avez, bon, je fais le jeune, je n'ai pas mis mes lunettes, mais on le voit mieux là à l'écran. Donc vous voyez, il y en a quand même un paquet. Alors, moi, ce qui m'intéresse, ce sont les avantages et les inconvénients de ce type de stockage d'eau, que ce soit la retenue de barrage, donc le grand ouvrage dans la vallée, ou une bassine qui est en plaine ou pas en plaine, mais en tout cas qui n'est pas dans le creux de la vallée. Et la retenue collinaire, c'est un peu la même approche, mais vous avez compris la différence entre la retenue collinaire. Alors, avantage, on va dire les avantages. Vous avez une espèce de code couleur, c'est le volume. Vous aviez raison, chers collègues, tout à l'heure, lorsque vous disiez tout le monde veut son eau. C'est comme dans Pagnol, dans Manon des Sources, lorsque l'hydrogéologue explique. Et puis la personne, elle veut même taper sur le maire, elle est partie, le maire de Salanches, veut taper sur le maire avec le bâton, mais moi je veux mon eau. Tout le monde veut son eau. Et l'approche aujourd'hui, c'est de dire, le paradigme que j'évoquais ce matin, c'est sobriété versus stockage. Le stockage ne réglera pas tout. Le stockage ne réglera pas tout. Donc, quand on veut beaucoup d'eau, il faut peut-être faire une retenue de barrage. Donc, dans le volume, on stocke plus dans un barrage que dans une bassine retenue collinaire. Même approche dans les délais. Il faut savoir que les délais sont très longs. Les délais sont très longs pour construire un grand barrage. Si vous avez, comme le maire de Salanches, les écolos sur le dos, vous êtes mal barré, il faudra peut-être 30 ans pour sortir un barrage. C'est ce qui s'est passé en Corse pour le barrage du Risanese dans le sud. EDF a mis 30 ans pour le sortir. Alors que les bassines ou les retenues collinaires, c'est plus rapide. Et donc là, on en vient à la discussion. C'est vrai, moi je travaille pour mes petits-enfants, à long terme. Mais l'agriculteur, il veut de l'eau demain. Il ne veut pas de l'eau après-demain. Donc ça veut dire qu'il faut tenir compte de ces histoires de délai. Donc proposer aux agriculteurs non pas des grands ouvrages, mais des bassines ou des retenues collinaires. Le coût c'est quand même important, même si c'est que politique. Bon, demain, on peut avoir des présidents de région ou de départements chez vous. Chez nous, on n'a plus de département.
Oui, on a les départements, mais on n'a pas les conseils départementaux. Donc on n'a plus qu'une collectivité de Corse qui regroupe. C'est parfois plus simple. Comme ça, on sait où sont les responsables. Ça regroupe la région et les départements. Et donc là, c'est de demander, alors y compris à l'agence de l'eau et compagnie. Donc les coûts, un barrage, c'est très cher. Par contre, les bassines et retenues collinaires, c'est moins cher. Là, on va arriver sur les impacts. C'est là que ça m'intéresse à plus d'un titre. L'impact d'abord sur l'hydrologie. Il faut savoir que quel que soit le stockage, on interrompt l'écoulement de l'eau. Donc il y a un impact sur l'hydrologie. Alors il est clair que vous avez du gris foncé, un barrage, ça bloque vraiment le cours d'eau. Il y a certes un débit réservé prévu par la loi, le 10e du module, le module étant le débit moyen annuel. Bon bref, on connaît. Il faut savoir que les bassines et les retenues collinaires, ceux qui disent que ça n'a pas d'impact, se trompent. Aujourd'hui, dès qu'on pompe de l'eau, dès qu'on enlève de l'eau, on modifie le régime. Alors peut-être un peu moins que le barrage. L'écologie, alors j'allais dire ça c'est mon métier, hein, vous avez compris que j'ai un métier, une passion. La politique, c'est pas une passion. Alors mon métier dans l'écologie, ben là vous avez un code couleur. J'ai pris le code couleur classique, du rouge pas bon et du bleu bon. Barrage, gros impact écologique. Bassine, on est pas mal aussi. Les retenues collinaires, c'est de loin celles qui ont le moins d'impact écologique. Mais n'oubliez pas ce que j'ai dit tout à l'heure, il y a un impact hydrologique. Les conflits d'usage. Alors ça c'est quelque chose qui doit être pris en compte. Parce que la guerre de l'eau est proche. Alors, conflit d'usage. Vous avez vu, j'ai mis quand même les retenues de barrage, le grand barrage. Il n'y a pas trop de guerre de l'eau, d'autant plus qu'aujourd'hui, la construction de grands barrages dans les cours d'eau en France, même si tout à l'heure, vous disiez, cher ami, que c'était plus difficile parce qu'il faut faire des ascenseurs à poissons et compagnie, mais ça peut se faire encore. On en fait de moins en moins des grands barrages. Il y a moins de conflits d'usage parce que souvent, ces grands ouvrages ont une triple vocation, comme je disais tout à l'heure. L'hydroélectricité, l'irrigation, l'eau potable. Par contre, pour les bassines... Et mine de rien, pallier l'intermittence des énergies renouvelables quand il y en a. Ça, c'est un usage nouveau. Alors ça, voilà, ça encore, actuellement, il y a un projet de STEP, station de transfert d'énergie par pompage, sur 2 ouvrages EDF. Et ça, c'est l'avenir, parce qu'on a tellement de photovoltaïque qu'au-delà de 25%, EDF dit c'est de l'énergie fatale. Donc voilà, c'est EDF qui le dit. Donc aujourd'hui, cette énergie-là, quand elle est fatale, et ça les embête, il vaut mieux pomper de l'eau et stocker de l'eau plutôt que de stocker dans les batteries. Alors là, sur les conflits d'usage, paradoxalement, mais ce n'est pas un paradoxe, quand on a des bassines et des retenues collinaires, il y a plus de bagarres que lorsqu'on a un grand ouvrage. Bon. Après, l'acceptabilité sociale. Alors là, c'est pareil, il faut savoir que globalement, les écolos sont contre les grands barrages. On peut comprendre, on peut dire le poisson ne remonte plus, le saumon non plus, et l'anguille et le reste. Donc il y a un vrai impact écologique. Et dans les bassines, il n'y a pas un gros impact écologique, hein, même si je vous l'ai dit, il y avait conflit d'usage. Mais l'acceptabilité sociale, elle passe mieux dans les retenues collinaires. Donc je crois qu'aujourd'hui, les décideurs, ils devraient prendre en compte ce petit schéma que j'ai fait avec un code couleur, hein, parce que les élus, quelquefois, ils comprennent difficilement. Et puis, c'est de dire, qu'est-ce que je choisis? Alors, vous avez compris, là, moi, je retiens davantage des retenues collinaires que de retenues de barrage. Voilà, donc ça, c'est important. Alors, quand on fait une retenue collinaire, et donc vous avez compris, je prône plutôt la construction de retenues collinaires. En Corse, il en faut 300 de retenues collinaires, alors qu'il faudrait que 3 grands barrages. Bon, donc ça va être le même coût, hein, 600 millions d'euros, mais je préfère 300 retenues collinaires, même à proximité, pour que la population soit vraiment au fait de la retenue, elle est pleine ou pas pleine. Quand on fait une retenue collinaire, il faut prendre en compte de l'évaporation. C'est entre 1,5 à 2 litres par seconde et par hectare. Le risque de prolifération de cyanobactéries, tout à l'heure, vous avez montré une retenue, l'eau, elle est limpide. J'aimerais la voir au mois d'août ou au mois de septembre. Elle est moins limpide. Alors, vous avez bien touché le problème. Ça va. J'allais vous poser la question. Il faut prendre en compte l'impact cumulé des retenues sur le milieu aquatique. Parce que vous avez dit qu'il en faut 300, si elles sont 300 au même endroit, il faut faire vraiment le rapport bénéfice-risque qu'on ne fait pas en écologie. C'est éviter la maladaptation, c'est-à-dire le remède qui pérennise, voire aggrave le risque qu'elle est supposée résoudre. Alors, je vais prendre, pour conclure,
Je vois que tu veux me couper. Non, non, mais tu as raison de regarder ta montre. La bassine corse, c'est-à-dire en Corse, il y a eu une expérimentation, il y a une vingtaine d'années, c'est à Cargèse, l'endroit de Corse où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de rivière. Donc c'est un réservoir souple qu'on appelle, avec une couverture flottante, une géomembrane en PVC, 80 000 mètres cubes. C'est pompé dans une nappe alluviale, donc voilà le système, et la voilà en réalité. Ça marche pas mal. C'est pas très beau, hein. Alors, c'est pas beau, vous avez raison, cher ami. C'est pas terrible. Ah oui, mais c'est caché. Hein. Le touriste ne la voit pas, c'est vraiment dans un coin, parce qu'après il y a la mer un peu plus loin. Non, plus sérieusement, c'est pire un barrage, hein, c'est pire un grand ouvrage que du béton. Hein. Donc l'intérêt, c'est qu'on évite l'évaporation et on évite surtout la prolifération d'algues toxiques. Ouais, mais cher ami, vous polluez l'eau avec des plastiques alors. Il y a forcément une dégradation du plastique, forcément des microplastiques dans l'eau. Là, il n'y a pas de plastique. Là, c'est dire. Donc, d'abord, ce PVC, il est costaud, il y a le ruissellement amène pas le plastique. Mais là, on est vraiment. Il y a eu du terrassement qui a été fait comme pour faire un stade. Donc, c'est pas dans un endroit qui est lessivé et il y a un pompage dans la nappe. Donc, voilà. Donc, voilà je dis pas l'exemple corse, hein, parce que 80 000 mètres cubes, c'est peut-être peu pour vous. Les gens veulent peut-être des millions de mètres cubes. Aujourd'hui, dans les méga-bassines, on parle de 3-4 millions. Mais je ne sais pas, on en revient à ce que je disais tout à l'heure. Il ne faut pas dire, moi je veux 4 millions de mètres cubes parce que je vais planter 1000 hectares d'avocatiers. Il faut se dire, avec ce que j'ai comme eau, combien tu plantes d'avocatiers. Merci. Mais est-ce qu'on est prêt à ça en France, justement? Je reviens à la question agricole, à dire pour chaque usage, voilà, vous aurez tel volume et voilà tel objectif en termes de consommation. Démerdez-vous, sinon quoi faire? Sinon, on va laisser sécher les cultures, on n'aura pas d'eau et les gens vont pleurer. Je veux dire, il y a des moments où il faut faire des sacrifices, il faut faire des choix. Et en politique, il faut faire des choix, mais il faut l'expliquer. Il faut l'expliquer. On va prendre des coups de pied au cul, désolé d'être grossier, mais ce n'est pas en prenant des coups de pied au cul qu'on avance. Voilà, c'est en faisant des projets. Mais ça, c'est 300 retenues collinaires, Antoine. Il faut faire du génie civil, on profite simplement de la topographie et on étanchéifie le fond, point final. Il faut profiter sur la topographie. Il ne faut pas rester dans des pentes abruptes, même si la Corse, c'est des montagnes dans la mer. Mais il y a des zones, c'est relativement plat. On rentre avec un bulle, on fait quelque chose. C'est la surface d'un stade de foot. Voilà. Et on arrive là à stocker 80 000 mètres cubes. Pour combien d'équivalents habitants, ça? Là, c'est pas seulement les 400 habitants qu'il y a à Cargèse, c'est les 3000 touristes qui arrivent l'été. Voilà. Donc on peut arriver à donner, et c'est que de l'eau potable, c'est pas pour l'agriculteur. Si on stocke un peu plus, un peu mieux, on peut aussi faire de l'agriculture. Parce que là aussi, il ne faut pas oublier qu'en Corse, 96% de ce qu'on mange, ça arrive par le bateau. Il faudrait peut-être cultiver aussi. Donc il faut à nouveau faire un peu de stockage d'eau, mais surtout sélectionner des espèces méditerranéennes pour essayer de ne pas trop arroser. C'est intéressant, les retenues collinaires qui déchaînent parfois les passions, mine de rien, elles sont imposées de fait par quelques objectifs écologiques. Un, promouvoir les énergies renouvelables. Deux, arriver à une forme d'autonomie alimentaire en cultivant local, mais des cultures qui, toutes méditerranéennes qu'elles sont, ont besoin d'irrigation, donc d'eau, par les retenues collinaires. Monsieur Méchouk, quelques mots de réflexion peut-être sur ce que vous avez entendu? Oui, ça complète bien un peu les échanges qu'on a eus précédemment, parce que moi, en fait, dans mon expérience professionnelle, j'ai été maître d'œuvre et puis j'ai travaillé aussi 10 ans à la régie des eaux de la ville de Lausanne. Et puis aujourd'hui comme constructeur d'usines d'eau potable. Justement, il n'y a pas de présentation. Non, il n'y a pas de présentation. Et du coup, ce qui me semble important, c'est justement de bien définir les usages et de bien gérer les conflits d'usage qui peuvent apparaître. Je me souviens notamment, alors là ça dépasse le cadre des retenues collinaires, mais il y a une quinzaine d'années, j'ai travaillé pour le département du Maine-et-Loire, qui pourtant est arrosé par la Loire et ses affluents de manière importante. Mais le président du département, à l'époque, avait souhaité établir une charte des usages de l'eau au niveau départemental et a pu réunir tous les acteurs, justement, pour se dire, suivant les secteurs, il y a des secteurs qui ont plus d'eau, d'autres moins. Finalement, comment on fait pour partager l'eau, pour essayer de satisfaire au mieux tout le monde. Et comme l'a dit M. Orsini, il y a des moments où on ne pourra pas satisfaire tout le monde. Et de plus en plus. Donc, quels sont les usages prioritaires ? L'alimentation en eau potable, je pense qu'il est primordial.
Je pense que tout un chacun ne supporterait pas d'avoir des coupures d'eau à la maison. C'est pas possible. De toute façon, il y a une hiérarchie dans chaque préfecture. Alors, il y a une hiérarchie dans chaque préfecture, mais comme on l'a dit, celui qui a moins, il va venir pleurer, il va essayer de faire jouer ses influences pour essayer d'en retirer un peu plus, etc. Bon, c'est un mal très français. Après, dans les propos, moi, je voulais citer un peu un exemple au niveau du canton de Vaud, du lac de Bray, donc pour ceux de la région connaissent. Parce que je trouve que c'est un peu un cas d'école justement parce qu'on l'appelle le lac de Bray, mais en fait c'est vraiment une retenue collinière. Qui a changé d'usage, c'est ce que vous allez nous dire. Qui a changé d'usage. Donc la zone en fait elle est répertoriée historiquement j'ai pas de... Je reste sur mon nom. La zone est répertoriée en fait dans les ouvrages dès 1500 comme zone humide, marécageuse. Et donc du coup sur la moraine, donc la moraine c'est au niveau géologique c'est quelque chose qui est étanche naturellement. Et en fait c'est un ancien glacier, enfin c'est l'ancienne branche du glacier du Rhône, il y a plusieurs dizaines de millénaires avant, donc qui a laissé, et en fait cette zone est un peu humide parce qu'il y a un barrage de moraine naturel, cette zone a été utilisée donc dans un premier temps par la compagnie des chemins de fer de Ouchy-Lausanne, pour utiliser son eau comme eau motrice pour faire monter le funiculaire de Lausanne. La ficelle de Lausanne. La ficelle de Lausanne, tout à fait. Voilà, jusque dans les années 50. Dans les années 50. Et après l'électrification est arrivée. Et puis que faire de cette eau? De ces aménagements. Et en fait, à cette époque-là, la ville de Lausanne avait soif. Et donc, ils ont récupéré cette zone de stockage. Il y a eu une surélévation en fait de la moraine naturelle pour augmenter le stockage qui est passé de 2 millions de mètres cubes à 5 millions de mètres cubes à peu près, et avec en plus la dérivation de la rivière Le Grenet pour compléter les apports puisque le ruissellement ne suffisait plus. Du coup profiter aussi de la conduite gravitaire qui amenait de l'eau directement au centre de Lausanne sans énergie, de manière gravitaire. Donc ça a été l'évolution dans les années 50. Le fait d'implanter une usine de traitement d'eau au pied de cette retenue a aussi entraîné une gestion différenciée sur la qualité d'eau. Donc, du coup, pour préserver la qualité d'eau pour la production d'eau potable, il y a eu un travail envers le monde agricole aussi pour limiter les usages de pesticides, de produits phytosanitaires, transformer les cultures aussi, mettre des cultures plus en adéquation. C'est-à-dire que le canton de Vaud a aidé à subventionner les agriculteurs. Alors c'est la ville de Lausanne, Lausanne directement. Alors le lac appartient au canton de Vaud, mais c'est la ville de Lausanne qui fait les actions envers le monde agricole. Donc il y a quoi, moins de grosses cultures, plus d'élevage? Ça dépend un petit peu des zones. C'est aussi refaire des cultures qui vont retenir un peu ralentir le flux d'eau. Enfin, bon, il y a différents aspects. Il y a de nombreuses études différentes. Et puis il y a des subventions pour les pertes d'exploitation ou en tout cas accompagner à la transformation. La régie des eaux de la ville de Lausanne a un budget pour l'eau potable de 80 millions annuels. Et globalement, sur tout son secteur, il y a à peu près 5 millions qui sont destinés au monde agricole tous les ans. Donc c'est quand même une part importante pour avoir une action concrète et efficace dans le partenariat. Et le lac est devenu une aire touristique. Alors le lac, il y a tout un chemin de rando qui s'est créé au fur et à mesure et qui a été créé et banalisé aussi pour pas que ce matin on le voyait sur les lacs de montagne où
le surtourisme complique les accès et où on pense maintenant à les interdire. Là, sur le lac de Bray, il a été regardé justement pour faire un chemin banalisé de manière à ce que les gens n'aillent pas n'importe où, n'importe comment. Avec une gestion des flux ou pas, où chacun c'est libre Non, accès? chacun est libre. On n'a pas encore, sur le lac de Bray, on ne sait pas à la queue leu pour faire le tour du lac. Et puis en amont du lac a été créée aussi, d'un point de vue écologique, toute une zone protégée, avec le développement d'une roselière notamment, aussi en vue d'améliorer la qualité. Pourquoi? Pour filtrer naturellement l'eau, pour l'épurer naturellement? Voilà. C'est parce qu'en fait, sur le Grenet, par exemple, l'eau qui arrive du Grenet, donc la rivière, il y a quelques petites stations d'épuration qui sont en amont, qui rejettent quelques nitrates. Et puis donc du coup, la roselière permet d'améliorer la qualité de l'eau qui arrive. Il est baignable, le lac, d'ailleurs? Alors il est baignable, mais la baignade n'est pas autorisée. Comment vous gérez ça? Attendez. C'est en Suisse, donc c'est interdit, donc personne ne va... Ouais, mais quand il y a un touriste français, il y va forcément. Il y a des gens qui font le tour et qui vont mettre des amendes directement si les gens se baignent. Ouais. D'accord. Donc voilà. Le groupe Source? Oui. Donc le groupe Source, c'est une entreprise française qui construit, qui design et construit des usines de traitement d'eau potable, des stations d'épuration pour les collectivités publiques et puis les entreprises. Et donc nous, on va se servir justement de retenue d'eau au sens large pour produire de l'eau potable. Existantes ou vous proposez donc? Alors, la plupart du temps sont existantes, mais également parfois il est nécessaire d'en créer. Je pensais notamment au département de la Vendée sur lequel j'ai pas mal travaillé, qui est très touristique au niveau estival, donc sur la côte une affluence très importante. Croix-de-Vie, Sables d'Olonne. Voilà, tout à fait. On en parle encore des Sables d'Olonne, même pas très longtemps avec le Vendée Globe, où à la période, les week-ends d'arrivée des bateaux au Vendée Globe. Il y a plus de 100 000 personnes. Il y a plus de 100 000 personnes qui arrivent au Sables d'Olonne, qui en a, je crois, 25 000 en population de base. Et les ressources de la Vendée sont à l'est du département. Et donc, ils ont créé un certain nombre de barrages. Là, on est vraiment sur des barrages en béton, sur des cours d'eau pour avoir des réserves et des stockages pour produire de l'eau potable. Mais ces barrages aussi deviennent des lieux touristiques. Sur les plus grands, il y en a certains qui ont été on va dire, compartimentés en deux niveaux, avec un niveau qui est interdit d'accès, etc. Et puis d'autres, les niveaux plus en amont, où vous pouvez avoir de la pêche, du cabotage, enfin des activités touristiques, de la baignade aussi, donc sur des zones ciblées. Et donc le département de Vendée, par exemple, a besoin pour l'avenir d'un nouveau stockage d'eau, enfin de nouvelles ressources d'eau. Et en fait, c'est ce qui a été évoqué, c'est très compliqué. Et aujourd'hui, il y a telle opposition pour créer un nouveau barrage en Vendée que aujourd'hui, le syndicat des eaux a abandonné cette idée et essaye de trouver... Ça aurait été un barrage sur une rivière ou sur une nappe? Alors sur une rivière, voilà. Avec voilà, donc aujourd'hui, ils se tournent vers l'alimentation d'un de leurs barrages via le surtraitement des eaux de rejet d'une station d'épuration. Donc on refait des technologies derrière encore pour réalimenter un barrage existant. Ils ont regardé aussi pour faire venir de l'eau de la Loire. Donc il y a quand même une centaine de kilomètres pour ramener de l'eau. Donc là, ça veut dire poser un tuyau qui fait 2 mètres de diamètre sur 100 km. Donc c'est aussi des travaux colossaux. Et puis ils ont la chance d'avoir une façade maritime. Donc ils se sont intéressés aussi au dessalement d'eau de mer. Mais aujourd'hui, en France, c'est compliqué de faire une installation de dessalement d'eau de mer parce que ça coûte aussi très cher en énergie et ça pose d'autres problèmes au niveau des rejets sur le milieu marin. Voilà, donc les solutions, technologiquement, elles existent. Après, ça peut être très vite compliqué. L'acceptabilité sociale, oui. En termes pudiques. Mesdames, Messieurs, avez-vous des questions, des remarques?
Que la lumière soit, s'il vous plaît, chère Jeanne. Jeanne fait naître la lumière, sachez-le, mesdames, messieurs. Elle se cache à la régie. Y a-t-il des questions? Oui, madame. Alors, je descendrai bien, mais ça va être long. Là, levez la main. Madame, présentez-vous. Bonjour. Oui, bonsoir, bonjour. Je suis élue à Sallanches sur une liste minoritaire. Et donc, je trouve dommage qu'il n'y ait pas trop de contradictions dans le débat, c'est-à-dire qu'effectivement, sont pointés les écologistes, etc., sans qu'il y ait personne qui puisse argumenter et exposer les raisons, ou de chercheurs. Récemment, nous, il y avait une chercheure CNRS spécialisée des politiques publiques sur l'eau, Julie Trottier, qui est venue à Sallanches, mais voilà, invitée dans un cadre pas par les communes. Et donc, elle aurait eu toute sa place et elle aurait pu aborder certaines questions concernant pourquoi, justement, il y a parfois des oppositions sur certains projets. Alors qu'est-ce qu'elle vous a dit, justement, cette chercheuse? Oui, mais sauf que alors, je ne suis pas, comment dire, je ne vais pas porter sa parole comme elle pourrait l'expliquer, elle. Et donc, voilà, ceux qui assistent à vos interventions ça va renforcer une image caricaturale qu'on souhaite. Voilà. Après, il y a effectivement un choix politique à travers cette présentation. Après, en 2 mots, ce qu'elle dit, c'est par exemple, je peux donner quelques petits exemples, c'est que bien souvent les retenues collinaires se font dans des lieux qui sont des zones humides, puisque la topographie fait que ces zones par elles-mêmes retiennent l'eau. Donc il y a une contradiction là entre le rôle de la zone humide qui a un fort intérêt environnemental, on le sait, et qu'il faut préserver, et le projet de retenue collinaire à cet endroit-là. Ensuite, elle attire l'attention. Vous avez les divers intervenants ont un petit peu soulevé le sujet, mais sans trop le développer. Mais c'est un aspect important. Elle fait, la différence au niveau entre le besoin en eau et la demande en eau. Le besoin étant un besoin, enfin comment dire, quel que soit le contexte, c'est notre besoin de boire, c'est les besoins pour les animaux de boire, voilà. Et la demande en eau, c'est la demande économique. Et ça permet de différencier ce qui est impératif, vital, et ce qui est quelque chose sur lequel on peut peut-être réfléchir, sur comment on peut adapter l'économie à une moindre ressource en eau. Et en fait, c'est là où on voit que parfois aller trop vite sur augmenter le stockage, parce que c'est la solution la plus facile, parce qu'on ne remet pas en cause nos raisonnements, fait qu'on se dit, il manque, on a besoin d'eau, mais est-ce qu'on a besoin, ou est-ce que c'est une demande économique, parce que notre économie, elle a toujours fonctionné comme ça. On a abordé le questionnement des usages, fixer des objectifs. Oui. Et puis cette contradiction que, j'entends bien vos arguments. Je le dis qu'effectivement ça a été soulevé, mais quel est le rôle des écologistes là-dedans? C'est de dire attention, parce que la solution de facilité, c'est d'augmenter le stockage. Et c'est forcément ce qui arrive en premier. Alors ce qui devrait arriver en premier, c'est la réflexion sur la sobriété, c'est la réflexion sur l'usage. Et souvent cette réflexion, elle est négligée. Voilà. Mais c'est... voilà, c'est quelques petits points. Voilà. Et merci de ce rappel, Antoine. 2 remarques, madame. Je l'ai dit à plusieurs reprises, je le disais même ce matin, le changement de paradigme, c'est de mettre, pas le stockage de l'eau, tout le monde veut son eau, c'est comme dans Marcel Pagnol, je le disais tout à l'heure, c'est la sobriété. Aujourd'hui, il faut faire avec moins d'eau. Il faut le faire, donc c'est une évidence. Ici, je suis passé peut-être un peu rapidement, mais madame, vous allez retrouver tout ce que vous avez évoqué, ou ce qu'a évoqué la personne qui vous a parlé de problèmes. Regardez, là, dans les impacts, y compris les impacts écologiques, y compris l'acceptabilité sociale. Je suis passé rapidement, mais je crois que c'est un bon résumé. Enfin, moi, ce qu'a dit tout à l'heure notre collègue, c'est l'approche bassin-versant. Aujourd'hui, il ne faut pas raisonner une bassine, une retenue collinaire dans un coin. Il faut raisonner tout le bassin versant. Tout le bassin versant. Et tout le bassin versant, c'est de l'eau souterraine, de l'eau de surface. Donc c'est cette approche-là. Parce qu'aujourd'hui, sur l'eau, on est comme dans Pagnol, je le dis pour la 3e fois, on est égoïste. Chacun veut son eau, alors que ce n'est pas comme ça. Il faut mettre les gens autour de la table, mais ce n'est pas toujours facile. Comme vous le disiez, cher ami, en France, on aime la bagarre, on n'aime peut-être pas la discussion.
Mais comme le disait Madame, est-ce que faire une retenue collinaire, c'est forcément aux dépens des zones humides, ces tampons hydrographiques, ou est-ce qu'on mélange un peu tout? Fabio Mesico. Si je peux, l'exemple que j'ai montré avant, justement, je n'ai pas tout raconté un peu la genèse de tout ça, mais il y a une historique là derrière. En gros, comment on s'est approché au problème du stockage, justement. Il y a, tout de suite, il y a une réaction du style on rehausse le barrage qui est tout au fond de la vallée pour augmenter d'une manière impressionnante la capacité de stockage et c'est fini. On a réglé tout le monde est content, tout le monde a son plus X% et il n'y a personne qui gueule quelque part. En vrai, on est parti sur une approche complètement différente. D'abord, on s'est questionné sur les vrais besoins. On a commencé à créer des modèles de besoins de chaque stakeholder pour bien comprendre ce qu'il demande. Partie prenante en français. Oui, pardon. Des modèles pour chaque partie prenante pour comprendre si ce qu'il demandait effectivement correspondait à un vrai besoin ou pas. Donc ça a été ça notre approche. Droit derrière, on est allé plus loin. On a fait une projection de la disponibilité d'eau, des sources et des lacs avec plusieurs scénarios climatiques à l'horizon 2100. En faisant ça, on s'est questionné si le modèle d'usage, notamment en agriculture, était encore actuel. Ça sera encore un modèle utilisable d'ici 15, 20, 40 ans. Donc l'approche était complètement différente. On n'est pas, comment dire, j'ai travaillé assez de temps dans le domaine purement technique, avec la tête dans le guidon, pour prendre du recul maintenant. Avant, on me posait une question, j'ai besoin de 80 000 m3 de plus pour satisfaire un besoin. Bon, je partais et je cherchais des solutions à ça. Avec les cheveux gris, ce qui reste en tout cas, j'ai pris de recul par rapport à ça. Et de plus en plus, quand on demande quelque chose, on s'assoit, on se questionne si la demande est effectivement pertinente ou bien pas. Donc, quand on a construit, je dis on, mais moi je n'étais pas encore là, la petite retenue collinaire que j'ai montrée avant, effectivement, dans la zone, il y avait, comme vous disiez, une zone qui, je soupçonne, était une zone qui avait aussi de l'intérêt du point de vue écologique. Mais, comment dire, il y a eu une réflexion à l'époque, d'après ce que j'ai pu comprendre en discutant avec les gens qui ont fait ça, par rapport aux avantages et désavantages. À 360 degrés. La commune, droit derrière, ce qui est vraiment intéressant, a lancé une étude très très détaillée. C'est un cas, je pense, unique. Je parle de la commune de Val-de-Bagne, avec des bureaux spécialisés dans le domaine naturalistique pour définir comment dire, les contraintes écologiques qui peuvent orienter tous les plans directeurs de la commune, avant tout le plan d'affectation. Donc, comment on gère les surfaces constructibles, est-ce qu'il faut les réduire, est-ce qu'on a biaisé l'équilibre entre milieu naturel et milieu anthropisé. Il ne faut pas oublier que Verbier, c'est un pare-jeu pour touristes, hein. Donc il y a une pression démographique qui est énorme. Donc la commune a compris tout de suite, peut-être quelqu'un même d'une façon un peu égoïste, si on veut garder notre appeal en tant que station touristique, il faut investir sur comment dire, notre environnement. Sinon, on n'est plus sexy. Il n'y a plus personne qui vient chez nous. Merci. Messieurs, dames, une question là, madame, et ensuite il y a monsieur là-haut. Madame d'abord, vous avez été un quart de seconde plus rapide. Bonjour, je vous demande de vous présenter. Bonjour, je suis Camille Séon, je suis chargée de mission eau à la Chambre d'agriculture Savoie-Mont-Blanc. Et je vous entends beaucoup parler d'agriculture, donc je voulais un petit peu objectiver l'agriculture de la Haute-Savoie. On est sur un territoire de montagne où presque 70% des exploitations, c'est pour l'élevage, notamment pour le lait, pour produire le fromage qui est AOP, IGP, Reblochon, Abondance, etc.
Et donc en fait, l'eau destinée à l'agriculture, c'est surtout pour l'abreuvement des animaux. Depuis 2018, à la Chambre d'agriculture, on fait des études de besoins en eau sur les territoires, notamment au niveau des bassins versants. Et en fait, on se rend compte que le besoin, c'est surtout pour l'abreuvement et non pas pour l'irrigation des cultures. Il faut savoir qu'en Haute-Savoie, il y a seulement 0,8% de la surface agricole utile qui est irriguée. Et c'est surtout pour de l'irrigation de prairies, donc pour faire du foin qui est destiné à l'élevage. Voilà, donc c'est juste pour remettre le débat. Qu'une vache, elle a besoin de beaucoup d'eau, en particulier en été. Donc de toute façon, vous avez Bien un sûr. impact sur l'eau. Mais je veux dire, on n'est pas dans la culture d'avocat dont vous parliez. Ou, Non, ça va venir. je ne suis pas certaine. Mais voilà, c'est juste pour objectiver le fait qu'en Savoie, en Haute-Savoie, on est sur une agriculture qui est très différente de ce qu'il peut y avoir sur le territoire national. D'ailleurs, est-ce que vous développez, comme dans les Cévennes, la récupération de l'eau de pluie pour abreuver les vaches? Ça peut se faire. Après, comme on est dans des territoires où il y a des cahiers des charges qui imposent des normes de qualité, c'est souvent, il y a beaucoup d'abreuvement avec de l'eau potable pour les vaches laitières. Parce que l'AOC, l'AOP vous l'oblige. Oui. Intéressant. Monsieur, là-haut... Vous allez planter de la vigne et vous allez l'arroser. Mais ça, c'est en 2100. Vous taquine. Bonjour, monsieur. Bonjour. Juste une... Présentez-vous, s'il vous plaît. Sylvain Capera. Je rejoins la dame de tout à l'heure. On parle beaucoup des besoins. Est-il normal que la France soit le champion européen et numéro 2 mondial pour le nombre de piscines privées particulières? Pourquoi les collectivités et les mairies continuent d'en délivrer autant de permis de construire, sachant qu'on va sur une rareté de l'eau et que pour alimenter ces piscines privées, on aura donc besoin de plus en plus de retenues collinaires? Je ne suis pas sûr qu'il y ait un lien de cause à effet, mais vous avez raison de poser la question. Ça représente quand même une quantité d'eau non négligeable. Alors, en Corse, où nos agriculteurs arrosent pour avoir du foin et utilisent 50% de l'eau, c'est vrai qu'on ne va pas comparer. Mais en Corse, on a un paquet de piscines. Et quand on regarde l'évaporation... Alors, vous savez, moi, je m'interdis d'interdire, même si en 68, j'avais que 10 ans. Je m'interdis d'interdire et je suis davantage pour un guide de bonne pratique. Aujourd'hui, on peut construire une piscine, la remplir en hiver et compléter l'été avec du stockage d'eau de pluie. Quelqu'un qui met 100 000 € dans une piscine, il peut stocker dans son vide sanitaire avec une bâche souple un peu d'eau, même quand il y a un peu d'eau, 20 mètres cubes d'eau pour compléter l'été. Mais vous avez raison, c'est un vrai problème. Et en Corse, actuellement, ça commence à gronder. Les agriculteurs disent... On remplit les piscines d'hôtels 5 étoiles et il y a un arrêté préfectoral, parce que tout à l'heure vous évoquiez la liste. Il faut savoir que dans la liste des priorités, dans la loi française, dans le Code de l'environnement, l'agriculteur, il n'existe plus. Il n'existe plus. C'est-à-dire d'abord il y a l'eau potable, il y a l'incendie, il y a tout ce que vous voulez. Donc aujourd'hui encore, ça commence à gronder par rapport au nombre de piscines. Vous avez raison, mais la solution, c'est peut-être pas d'interdire de construire, mais les construire autrement et surtout les remplir autrement. Oui, allez-y. Seulement une petite chose pour la madame, si je peux. Là, en Valais où je travaille, on a les mêmes problématiques, dans le sens que les cultures les plus épandues sont effectivement liées à la production de la raclette, de la fondue, donc c'est un contexte très similaire. Par contre, il ne faut pas louper une chose. On voit souvent des prairies vertes, bien arrosées, tout ça, on a l'impression qu'on est vraiment bien, on est en train de faire quelque chose de correct. Mais on a eu des cas qui sont de plus en plus épandus où on fait des cultures intensives de fourrage liées à la production du fromage. On arrive à faire récolter du fourrage vert jusqu'à 5 fois par année. Et comme c'est surexploité, on a une augmentation de besoins en engrais et en eau qui est énorme. On a lancé un projet en tant que Blue Arc avec un groupe de recherche qui s'appelle EAVAG, où on a échantillonné les sols et on s'est rendu compte que la capacité de champ des sols est désormais presque zéro. On a des endroits où on n'a même pas 2 cm de sol. À force de labourer les terrains pour s'aimer et les surexploiter pour faire ce type de culture intensive, oui, on a en gros détruit la structure des sols. Maintenant, on est en train d'essayer de reconstituer ça pour diminuer la quantité d'eau nécessaire pour ce type de culture, mais il faut changer de paradigme, changer d'approche. Ce
que je disais ce matin, hein, la meilleure des retenues collinaires, c'est un sol vivant, fort peu labouré, couvert en permanence, ce qu'on appelle la conservation des sols. C'est un autre débat. Pour terminer, est-ce que pour faire perdurer autant que faire se peut les stations de ski, il faudrait multiplier les retenues collinaires? Ah. C'est une bonne question. C'est très ouverte. On n'a pas tous la même position par rapport à ça. Donc, je peux pas. Qui n'a pas la même position, Suisse et Français? Non. Toujours à l'intérieur de la commune de Val-de-Bagne, nous, on n'a pas tous le même point de vue. Ouais. Monsieur Méchouk? Je pense qu'on en revient toujours à la même chose. Qu'est-ce qu'un usage prioritaire et vital? Dans une région qui dépend largement de l'économie du ski. Je dirais qu'on n'a pas découvert le problème hier et qu'aujourd'hui on arrive à un petit peu. On fait comme s'il n'existait pas le problème. On fait comme si, enfin, je veux dire, le recul des glaciers, le moins d'eau, il date pas d'hier. Hein. Quand on regarde les photos d'avant-guerre des glaciers locaux et où ils en sont aujourd'hui. Voilà, quand vous alliez à la mer de glace il y a 40 ans ou 50 ans, vous faisiez 6 mètres pour être sur le glacier. Maintenant, il faut faire 600 ou 700 mètres pour atteindre le glacier quand vous êtes arrivé en haut. Donc, ce n'est pas un problème qu'on découvre. Après, effectivement, c'est toujours, je dirais, c'est de manière beaucoup plus générale dans notre société. C'est comment on accompagne le changement et la disponibilité de l'eau. Donc, il y aura de moins en moins d'eau. J'entends bien l'aspect économique pour faire de l'eau, enfin de la neige artificielle. Après, on voit sur des stations, c'est juste de la survie quelques années. Enfin, je veux dire, il y a les stations de basse et moyenne montagne, on voit très bien que l'enneigement il disparaît. Donc oui, on fait tourner les canons à neige, etc. Mais il faut quand même des températures suffisamment froides pour produire cette neige. Et puis derrière, dans la journée, si vous avez 10 degrés avec le versant ensoleillé, votre neige elle refond. Donc, je veux dire, on redevient des Shadocks. Donc, le problème ne sera pas résolu. C'est juste le repousser la fin. Donc, c'est la réflexion. Et là, on rentre dans la politique. C'est qu'est-ce qu'on fait pour accompagner la transition de nos régions, de nos pays, qui sont effectivement très dépendants touristiquement de l'activité de ski. C'est pas du jour au lendemain qu'on va révolutionner les choses, mais comment on accompagne ce changement et quelles solutions on trouve. Je pense que dire on va refaire des retenues collinaires pour ça, c'est difficile. Là, j'ai regardé justement avant de venir un petit peu juste sur la Haute-Savoie les quelques sujets en cours. Ils sont tous bloqués, ils sont tous présentés. Tout à l'heure, vous présentiez donc. Sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, il y avait 100 projets de retenue, 280 recensés. Je crois qu'il y en a 70 à peu près qui sont vraiment réalisés aujourd'hui. Et puis il y en a d'autres, clairement ceux qui sont 100% destinés à la neige, sociétalement, ils ne sont pas acceptables. Enfin, les gens ne peuvent... voilà. Alors très localement, oui, parce que les acteurs économiques sont pour, parce que oui, ça permet de garantir un peu de neige. On voit sur certains sujets maintenant où on va dire c'est aussi pour faire de l'eau potable, c'est pour le pastoralisme, etc. Mais bon, quand on regarde dans le détail les chiffres, la plupart du temps, c'est 75 ou 80% du volume stocké qui est à destination de la neige. Donc c'est simplement malheureusement de l'habillage, je vais dire. Parce que finalement, si l'usage prioritaire c'est le pastoralisme et puis l'irrigation, l'alimentation en eau potable, faisons juste une retenue d'un tiers du volume final. Faisons ce qui est vraiment utile. Et puis je pense que quand on a 150 000 m3 à stocker pour faire couvrir tous les usages, et puis que les fondamentaux c'est 50 000 ou 30 000 m3, c'est plus facile de faire des petites retenues collinaires qui vont être vraiment utilisées que des grosses qui sont compliqués à gérer et qui ont un impact beaucoup plus important. Antoine, pour conclure rapidement. Monsieur Méchouk a tout dit. Et le plus important, c'est pour faire de la neige de culture, il ne faut pas seulement de l'eau issue d'une collinaire, il faut du froid. Quand on voit les températures,
Ce matin, je montrais un peu quelques courbes. C'est devenu monstrueux ce qu'on a pris. Et on prend des degrés en altitude plus qu'au bord de la mer, faut le savoir. Donc quand on aura de l'eau, on aura des canons qui vont brumiser, qui ne vont pas faire de la neige. Et même si dans la nuit, parce que pour faire de la neige, il faut au moins moins 3. Donc si on a moins 3, moins 4, moins 5, dans la journée, elle va fondre. Et les gens qui vont skier dans la soupe, c'est pas bon. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, moi je comprends qu'il y ait une économie. On est au cœur de l'économie, on est au cœur du réacteur ici, qui est une économie. Mais il faut expliquer aux gens, anticiper à 20 ans, c'est pas beaucoup. Il faut mettre des moyens financiers. Moi, je l'ai dit aux élus que je côtoie, il faut mettre de l'argent. Si quelqu'un aujourd'hui veut faire une remontée mécanique pour monter des VTT en été, je dis il faut financer. Si c'est pour monter des skieurs en hiver, il ne faut pas financer si on est en dessous de 2000 mètres, voire tous les ans, maintenant, ça sera 3000 mètres après. Bon, vous avez compris qu'on ne pourra pas monter skier sur le Mont Blanc, quoique. Non, plus sérieusement, il faut l'expliquer, mais il faut expliquer un avenir. Il ne faut pas seulement dire « c'est fini ». Non, ça ne sera pas fini, ce sera autre chose. Ça sera autre chose, parce que les paysages sont beaux, les paysages sont beaux. On peut aller faire marcher avec des raquettes ou du ski de rando quand on n'a pas de la belle neige et avoir quand même du tourisme. Et je vous dis, je comprends, surtout ici, en Corse, je vais prendre un exemple parce que j'ai participé à un débat télévisé où l'ancien maire d'Asco, il y a une station de ski, disait on ouvrait la station le 15 novembre et on l'a fermé le 15 avril. Là, depuis 20 ans, le changement climatique, c'est pas dans 20 ans. Il n'ouvre que 15 jours par an. Ben, on a tout compris. Mais le maire a compris. Moi, lorsqu'on m'a invité, je me suis dit, allez, je vais encore ouvrir ma grande gueule, je vais me disputer avec un maire. Et le type, il a compris que maintenant, il joue l'avant-saison, il joue le patrimoine culinaire, il joue le VTT, il joue plus le ski, 15 jours par an. C'est pas rentable. Et je rappelle que c'est dans votre région que se tiendront les JO 2030. Je pense que certains projets de retenue collinaire qui pour l'instant sont interdits, subitement vont devenir autorisés et vont devenir très 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 gros. Blague dans le coin, je ne sais pas ce qui s'est passé dans la tête des politiques, pourquoi autoriser les JO 2030, alors même qu'on n'est pas sûr du tout que ces JO ne ressemblent pas aux JO de Pékin ou à Sochi, la totalité de la neige était neige de culture, avec une énorme consommation d'eau. D'un point de vue symbolique, aller faire chier le monde sur des piscines ou des golfs et en même temps faire les JO alimentés par des canons à neige, bon, voilà, ça sent la grande stratégie quand même. Voilà, j'ai fini avec mon point de vue. Il est 15h09, mesdames, messieurs, dans 21 minutes exactement, vous serez là pour le dernier débat. À tout à l'heure.